Lorsque le soleil apparaît, la couleur de l'aurore commence à briller de blanc. Pour nidifier, cet échassier a choisi un endroit exceptionnel. Sur de vieilles ruines antiques, la civilisation des Mérinides a bâti ici une mystérieuse nécropole. De hautes murailles ceinturent cette cité des morts du XIIIe siècle, dont il ne reste aujourd'hui que les koubas, ces tombeaux blancs où reposent les saints, et les ruines de la cité. Dans la forteresse du Chella, les cigognes nichent dans le calme. C'est un site qui est assez tranquille. C'est pourquoi d'ailleurs il héberge ou il accueille cette population extraordinaire de cigognes blanches qui trouvent un support justement pour nidification, puisque bon, il y a beaucoup de ruines, il y a aussi des arbres, il y a aussi des supports rocheux. Je crois que c'est depuis très longtemps parce qu'il existe des images assez anciennes qui datent des années 1920 où on voyait bien sûr des couples de cigognes blanches en nidification sur le site. Le lieu antique du Chella passionne autant les historiens que les ornithologues, comme Imad, qui veillent sur cet oiseau au doux caractère évoqué par nombre de croyances et de contes. Il y a beaucoup de fables, de légendes qui entourent ces créatures, notamment la cigogne blanche. Mais bon, un peu sa façon de se mettre debout, etc. Donc un bipède, un oiseau bipède qui se met bien debout, etc. Donc fait croire aussi par rapport à sa taille aussi qu'il s'agit d'un homme de loin qui porte une djellaba blanche, etc. Ah oui, t'as raison, ouais. Incroyable. Tu les vois? Regarde. Tu le vois? Et ils sont deux. Il y en a un qui vient juste de plonger, là. Ah là, faut en profiter. Jean-Pierre, un Marocain d'adoption, a découvert récemment l'ornithologie amateur. Et ce plaisir qu'il partage avec son fils est pour eux un moyen unique de comprendre l'environnement dans lequel ils vivent. Nous avions des clients qui venaient chez nous. Et puis tous les matins, on les voyait partir avec le pantalon de pêcheur et puis ils revenaient le soir satisfaits. Et puis ils nous ont dit, vous savez, ici, c'est le 3e spot au Maroc d'observation des oiseaux. Alors un matin, je me suis levé avec eux à 4h30, on est parti à 5h et on a vu des oiseaux extraordinaires. Des canards cendrés, des oies, des flamants roses. On était étonnés qu'à notre porte, il y ait autant de belles choses à notre portée. Pour apprendre à connaître la diversité des espèces de cette zone protégée, Jean-Pierre suit la formation prodiguée par les gardes de l'Office de protection des eaux et forêts du Maroc. C'est bien la cigogne blanche, hein, la cigogne blanche. C'est cet oiseau qui est le plus dominant ici. Avec son bec rouge. Voilà, le long bec, les pattes rouges, le grand cou, super. Le plumage qui est blanc et noir. Ouais. À cette période de l'année, les oiseaux regagnent leur zone de reproduction, en Europe et en Asie. Par conséquent, leur nombre est plus faible. Ils sont bien plus nombreux durant la période hivernale, c'est-à-dire lorsqu'ils fuient le froid sec d'Europe, en novembre, décembre et janvier. On va chercher une autre espèce. La spatule blanche a un bec dont l'extrémité est en forme de cuillère. On peut la reconnaître facilement. Oiseau de bon augure, symbole de fécondité, de bonheur et de liberté, la cigogne est un emblème sacré au Maroc. Mais depuis quelques décennies, ce fragile échassier survole de moins en moins le pays, où la désertification assèche une partie croissante du territoire.
Perché sur les flancs du Djebel d'Ersa, Tétouan étale sa masse blanche au soleil du nord marocain. Durant la première moitié du XXe siècle, cette ville fut la capitale du protectorat espagnol. Son architecture et sa musique témoignent d'un héritage andalou bien plus ancien. Violon, luth et percussions, les musiciens portent le blanc, signe de prestige et d'apparat. Les ruelles de Tétouan, réputées pour sa médina, voient passer les citadins en djellaba blanche. C'est vendredi, le jour de la prière la plus importante de la semaine. Symbole de pureté, la djellaba blanche, de laine ou en étoffe légère, est une longue tradition. Restés profondément ruraux, le centre et le sud du Maroc travaillent toujours la laine que leur offrent les brebis. Sur les contreforts du Moyen Atlas, se fabrique la djellaba de laine blanche, la plus prestigieuse et la plus recherchée de tout le royaume. C'est ici, dans la petite ville rurale de Bzou, que l'on trouve les plus beaux tissus du pays. Chaque vendredi, se déroule dans le souk la vente aux enchères des coupons de tissus. Les tisseuses confient leurs étoffes à un crieur qui fait office de commissaire-priseur. L'enjeu est de taille. Les fines pièces de tissu se vendent très cher car elles demandent un travail considérable. De cette vente, Fatima Zahra redistribue équitablement les bénéfices aux femmes de sa coopérative de fabrication de tissus. Dans le jardin de sa maison, Fatima Zahra a installé l'atelier de la coopérative. Chez nous, le blanc symbolise la couleur du sacré. C'est la couleur de la bienséance. La confection de la djellaba bzouia est un travail artisanal manuel exécuté par les femmes de Bzou. Ma mère a appris cette technique de sa grand-mère qui l'a apprise elle-même de sa mère. C'est un savoir-faire ancien qui se transmet de génération en génération. Au Maroc, la djellaba blanche de Bzou est portée par le roi, les députés et autres dignitaires. Le tissu est entièrement réalisé à la main. Un long travail traditionnel qui nécessite près de 6 mois à une femme seule. La confection d'une djellaba bzouia nécessite plusieurs étapes et elle demande énormément de temps pour être fabriquée. Par rapport aux autres djellabas, celle-ci est travaillée de manière soigneuse. Il faut de la patience, de la précision, car il y a beaucoup d'étapes et de détails à respecter. Enfin, on la donne au couturier et voilà le résultat. Dans la nature, entre l'ocre et le vert de la terre, le blanc est souvent l'œuvre des hommes. Ils en enduisent leurs fermes et leurs maisons pour repousser la chaleur du soleil et mettre en valeur les minarets dans les campagnes. Parfois, le blanc issu de la terre est celui d'un vignoble.
Dans la région des Saouira, sur une terre de limon et de calcaire, a été créé, il y a une vingtaine d'années, un vignoble original qui produit ici l'un des meilleurs vins blancs de tout le royaume. Le domaine du Val d'Argan, c'est l'histoire d'un homme qui a grandi au Maroc et a fait ses armes à Châteauneuf-du-Pape, au Chili et en Argentine. Dans les années 90, Charles retourne dans son pays d'adoption pour créer ex nihilo un vignoble de 50 hectares de cépages issus de la vallée du Rhône. Ici, c'est la première génération de la viticulture dans cette région, puisque je suis le premier à avoir introduit la viticulture de cuve. Il ne se produisait pas du tout de vin dans cette région. Très vite, j'ai eu du succès avec les vins blancs, et c'était plus tardif avec les rosés et les rouges, parce que notamment les rouges sont plus difficiles à élaborer, parce qu'il y a une question de terroir qui se pose. Et là, en étant avec des vignes jeunes, on n'arrive pas forcément à la meilleure qualité tout de suite. Tandis que maintenant, j'ai ces parcelles qui sont devant nous, ce sont des vignes qui ont 20 ans. Alors, on arrive quand même à extraire le bon. Bouillie bordelaise, mêlée de talc et de soufre pour protéger la vigne contre le mildiou et autres maladies. Désherbage thermique avec les ânes qui crachent le feu et brûlent les mauvaises herbes. Au Maroc, le Val d'Argan est la seule exploitation viticole certifiée en agriculture biologique. Pour lutter contre l'importante chaleur estivale qui brûle les raisins, Charles Méliat a réalisé une première mondiale. Il entoure ses pieds de vigne de sorgho, une céréale aux feuilles froides qui recouvre entièrement les grappes de raisin et ainsi les protège. On s'est mis à semer le sorgho au pied des vignes. Et là, on a trouvé que c'était formidable parce que, étant en parasite de la vigne, mais il ne la gêne pas parce que son système racinaire ne dépasse pas 10 cm. Et donc, on peut entretenir le sorgho sans pénaliser la vigne. Le résultat, c'est qu'on vendange quand on veut. Et quand on vendange quand on veut, on vendange à pleine maturité et on a du meilleur raisin et donc du meilleur vin. Le vin blanc du Val d'Argan est un assemblage de différents cépages, tempérés par la clairette, l'uni blanc, le bourboulin, le grenache blanc et le muscat. Bon, je vais goûter ce vin. Il n'y a que moi qui déguste, pas vous. Vous le faites, mais vous n'en buvez pas. Allez, je vais voir ce qu'il donne. Mogador ou la Val d'Argan? Sur Mazel fait le gaz, hein. Il y a un petit dégagement de gaz carbonique, mais ça permet de conserver le fruit et la fraîcheur du vin dans la bouteille plus longtemps. En fait, c'est la tradition française qui est déplacée au Maroc. Et c'est pourquoi le vin est connu maintenant, il est apprécié, parce qu'il est fait suivant des habitudes de Châteauneuf-du-Pape. Pour élaborer ces fameux vins blancs et vins rouges, Charles utilise toutes les ressources naturelles que lui offre ce pays. Goliath, le dromadaire, tire la charrue antique pour retourner en douceur la terre rouge du domaine. C'est aussi ça le domaine du Val d'Argan, un art de vivre et de travailler où toute chose est naturelle. Avec les pierres ramassées sur sa terre, Charles s'est construit son domaine juste en lisière des vignes.
Aujourd'hui à la retraite, il s'adonne à son plaisir favori, réaliser le meilleur swing qui envoie les petites balles blanches sur la terre rouge de son vignoble. J'ai vraiment mis la main à la pâte, mais en même temps, j'ai formé le personnel pour ce travail. Mais j'ai bourgeonné, j'ai labouré, j'ai pioché, j'ai taillé les vignes, j'ai mis en bouteille. Alors, il y a une chose que je fais encore bien, c'est de boire du vin. Les vins du Val d'Argan trônent aujourd'hui sur les plus belles tables du royaume. Autant de vins élégants et vrais, nés de la passion d'un homme pour son métier et de l'envie de les produire sans autre contrainte que celle dictée par la nature elle-même. Les grandes plages désertées du sud de la côte atlantique rencontrent vers le nord l'urbanité du Maroc moderne. Autrefois, les marins espagnols identifiaient un petit port de pêche sur cette côte, grâce à une maison blanche juchée sur une colline, la Casa Blanca. Plusieurs siècles plus tard, la Maison Blanche sur la colline est devenue une mégapole blanche. C'est Casablanca, la capitale économique du Maroc. Casablanca, c'est aussi la ville de Mohamed, un chauffeur de taxi épris d'architecture. Et voilà notre ville de Casablanca. Ce qui me plaît dans cette ville, c'est son climat. Il est très agréable. Les étés sont chauds et les hivers sont froids. J'aime ce climat. Et puis ma mère est née ici et moi aussi. Tu vois ce quartier-là? C'est celui que les Français ont construit quand ils sont arrivés à Casablanca. Les immeubles, les hôtels, ici, ils ont tout construit. Ce sont des merveilles d'architecture. Et malgré leur ancienneté, ils tiennent encore bien debout. À partir de 1912, l'essor économique fulgurant de la ville amène le protectorat français à créer de toutes pièces une ville nouvelle, avec quartier d'affaires et immeubles d'habitation. Une nouvelle génération d'architectes issus de l'École des Beaux-Arts de Paris innove entre Art Nouveau, néoclassicisme et Art déco. Casablanca est aujourd'hui une école à ciel ouvert, où les jeunes architectes marocains comme l'Arbib étudient cet héritage qui mêle culture européenne et marocaine. Ce bâtiment-là, c'est immeuble La Seya. Il a été fait en 1930 par Marius Boyer. C'est vraiment un bâtiment qui se lance au ciel. L'aspect vertical du bâtiment, qui était l'idée première de projet, ça veut dire élancer Casablanca. On va vraiment construire en hauteur. Et c'est l'un des premiers bâtiments à être vraiment en grande hauteur. Les Casablancais aujourd'hui, ils disent toujours que c'est des bâtiments européens, que ça n'appartient pas à nous. Aujourd'hui, le message, c'est de dire non, il y a des choses qui sont très inspirées de notre culture. Et d'ailleurs, on le voit précisément plus dans le boulevard Mohamed V, où il y a vraiment l'utilisation des éliges, il y a l'utilisation de la céramique, l'utilisation vraiment de maîtrise marocain. Et donc, ça parle aux Marocains plus. Auguste Perret, Marius Boyer, Edmond Brion, ces architectes français s'ingénient à expérimenter les dernières découvertes en matière d'habitation et de confort. Ils bénéficient aussi du savoir-faire des arts traditionnels marocains, s'inspirent des courants internationaux alors en vogue dans l'architecture et emploient des technologies innovantes telles le béton armé. Casablanca est alors le laboratoire de la modernité architecturale de toute une époque.
Tous ces immeubles sont l'héritage de l'époque du protectorat français. L'architecture de certains bâtiments est incroyable. Maintenant, cela fait partie du patrimoine national marocain. Et merci à Dieu, j'ai fondé ma famille ici. Et je ne pourrais pas vivre ailleurs. Casablanca, c'est chez moi. J'aime le charme de cette ville. On ne peut pas la quitter. En moins d'un siècle, la ville blanche est passée de 20 000 habitants à près de 4 millions, devenant ainsi la première ville du Maghreb et l'une des plus importantes agglomérations d'Afrique. Dans le Grand Sud, en passant par le Haut Atlas, se découvrent les basses terres, celles sans eau, faites de rocailles, puis de poussière et de sable. La lumière blanche qui éclaire ce territoire n'en finit pas d'éroder ce qu'il reste de la terre. Ici commence l'immense désert du Sahara. Parmi les massifs dunaires, les dromadaires signalent la présence des hommes. Aux portes du désert, ils ont édifié de nombreux bivouacs en forme de villages où viennent du monde entier des personnes qui veulent toucher du doigt le grand désert africain. Là, je suis en repérage pour chercher un emplacement de bivouac pour les gens qui font de la randonnée. Et je dois prendre le point GPS de l'emplacement de ce bivouac. Abdou marche des heures durant pour trouver le coin idéal, dans un paysage qui semble à jamais le même, partout où se pose le regard. Il travaille pour un tour opérateur qui organise des séjours dans le désert. Il y a pas mal de tour opérateurs qui font ce genre de choses au Maroc. Et il y a une concurrence vraiment très importante au Maroc. C'est pour cela que chaque fois, on est obligé de créer des nouveaux itinéraires, éviter de se croiser avec d'autres groupes. C'est vrai que le choix de cet emplacement ici, ça permet d'éloigner un peu des pistes et que les gens peuvent camper tranquillement dans le silence. Sans être un boulevard très fréquenté, le désert du Sahara attire néanmoins de nombreux touristes en quête d'un voyage intensément silencieux. Dans ce paysage de sable, au milieu de nulle part, Abdou a dressé un campement d'une quinzaine de tentes avec tout le confort occidental. Pour ce tourisme, l'expérience incontournable est la fameuse méharé dans le désert. Si on souhaite organiser des circuits, planter des bivouacs, lancer une activité commerciale, on doit apporter une contribution à la communauté. Comment ? Prenons l'exemple d'un village avec lequel nous sommes partenaires depuis 2 ans. On leur a proposé de créer une association afin de travailler ensemble. Notre première action s'est portée sur l'école. Nous avons acheté les cartables, des livres et des cahiers, pour les petits et les plus grands, en fonction bien sûr de nos moyens.
Dans les dunes de chez Gaga, il est ainsi possible de faire l'expérience précieuse du silence, en parcourant ces ergues immaculées, où les traces des hommes et des animaux disparaissent presque aussitôt. En allant vers l'ouest, la proximité de l'océan n'a pas encore réduit en sable ces anciens fonds marins à l'allure lunaire. Ici, une végétation naturelle et discontinue permet de nourrir quelques troupeaux de dromadaires. Dans le Sahara marocain subsiste un mode de vie purement nomade, hérité des ancêtres. C'est la vie de Mouloud, un éleveur de dromadaires qui vit ici avec sa mère et sa sœur. Au quotidien, la quête de pâturage est leur principale préoccupation. Notre campement précédent était beaucoup plus à l'ouest. On est parti de là-bas pour suivre la pluie. Et on est installé ici depuis plus d'1 an. On suit la pluie et on cherche de la nourriture pour nos bêtes. On tourne sur cette terre, on est des nomades. Lorsqu'on aperçoit un gros nuage noir dans le ciel, on lève le camp et on le suit pour trouver de l'eau. Et là où l'herbe pousse et où il y a des pâturages pour nos bêtes, on s'y installe. Les hommes profitent de la manne que leur offre l'Atlantique et partent pêcher tous les jours une grande diversité de poissons. Comme Mohamed et son ami Dou, qui pêchent à la ligne à proximité de la côte. On pêche du sard, du rocara, du baka. On pêche aussi du shrem, du bourra, du foumcher, du tchakarona. Ce sont les différents poissons qu'on pêche. L'endroit où nous nous trouvons est connu pour ce type de poisson. Darla est réputé pour sa pêche. Et grâce à Dieu, au Kuaï, il y a beaucoup de poissons. Et donc, beaucoup de pêcheurs. Regardez le calamar qu'ils ont pris. Vous pouvez nous donner un calamar pour faire un appât? Oui, bien sûr, pas de problème. Ici, ce n'est que la mer et rien d'autre que la mer. On vit grâce à elle. C'est notre seule ressource dans la région. Elle nourrit nos parents, nos enfants, nos petits-enfants.
On n'a que la mer pour vivre, rien d'autre. Grâce à ses eaux les plus poissonneuses de tout le pays, la région de Dakhla est le premier fournisseur de poissons du Maroc. C'est le royaume de la pêche qui emploie des dizaines de milliers d'hommes et de femmes dépendant de cette seule ressource pour vivre. En remontant de Dakhla vers le nord, le peuple de la mer devient beaucoup plus intrépide. Les falaises de calcaire blanc sont autant de points d'appui pour lancer les lignes. Si beaucoup pratiquent cette pêche en amateur, au sud de Tantan, les pêcheurs professionnels, par nécessité, prennent d'autres risques. La pêche est la passion de Paul. Né au Maroc et propriétaire d'un centre de pêche, il emmène souvent ses clients sur les falaises pour tenter d'attraper la fameuse courbine, un poisson très apprécié. Les falaises calcaires au nord de la petite ville d'Arfnir voient ici les pêcheurs accrochés à leurs cannes, du matin au soir. Il y a les falaises où je fais pêcher. Et là, on pêche de 25 mètres, 30 mètres. On arrive à avoir des endroits de 10-15 mètres, mais en général, on est haut. Il y a une courbine. Quand on a la prise, on a le poisson, on ne peut pas le monter comme ça. On a un appareil, c'est un filet qui s'ouvre, un panier qui s'ouvre en deux, on met le crin au milieu et on fait coulisser en parallèle avec une autre corde. Et une fois qu'on arrive au poisson, on soulève la tête du poisson, on fait soulever la tête et on laisse glisser le panier dans la prise. Ça fait que la courbine se retrouve la queue en l'air, elle peut plus retomber. Entre Tantan et Tarfaya, les eaux de l'Atlantique s'invitent dans le sable blanc du Sahara par un bras de mer de 20 km de long et de quelques centaines de mètres de large. C'est la lagune de Naïla, un espace naturel protégé. La lagune, je viens pratiquement tous les jours et je ne me lasse pas du tout de la voir changer d'heure en heure. D'un côté, vous avez le Sahara, et de l'autre côté, vous avez la mer. C'est ce qui est fabuleux, quoi. Je veux dire, de trouver des endroits comme ça. C'est très bien préservé.
Près de 200 espèces d'oiseaux cohabitent dans cette lagune sertie au sein du parc national de Chnefis, une étonnante réserve écologique au bord de l'Atlantique. Elle attire tous ceux qui cherchent les grands espaces isolés, riches d'une vie naturelle. Entre dunes, falaises et hauts plateaux, la baie de Chnefis est le second site de concentration de flamants roses du royaume. C'est une étape importante pour ces échassiers blancs et roses qui migrent entre le nord et le sud. En fin de journée, la lumière disparaît à nouveau lorsque le soleil s'estompe à l'horizon. Le blanc n'est plus qu'une pâleur. La nuit prend la suite.